Merci. La parole est à Madame Hélène Vainqueur-Christophe, rapporteure de la délégation aux Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre des Outre-mer, Monsieur le ministre délégué chargé de l'agroalimentaire, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, vous me permettrez tout d'abord d'exprimer au nom de la délégation aux Outre-mer tout notre soutien aux victimes du cyclone Béjiza qui a si durement touché l'île de la Réunion et notamment aux exploitants agricoles qui ont tant perdu. Je souhaite en ce sens qu'ils soient au plus vite indemnisés afin qu'ils puissent surmonter cette épreuve le plus rapidement possible. Pour en revenir au texte qui nous intéresse aujourd'hui, vous n'ignorez pas que dès sa création, la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale a souhaité se saisir du thème de l'agriculture ultramarine. En effet, c'est tout juste après sa constitution début 2013 qu'elle a confié un rapport d'information sur les agricultures des Outre-mer à deux de ses membres, Mme Chantal Berthelot et M. Hervé Guémard. Cet intérêt privilégié de la délégation pour l'agriculture trouve son explication dans le fait que le secteur primaire est un secteur clé pour les Outre-mer. L'agriculture pèse ainsi 2 fois plus lourd en termes d'emploi et d'activité en Outre-mer qu'en France hexagonale. Elle représente actuellement de 1,4 à 4,4% du PIB en fonction des départements, contre 2,2 en métropole, et de 2 à 7% de l'emploi, contre 3,3 dans l'Hexagone. L'excellent rapport d'information de Mme Chantal Berthelot et de M. Hervé Guémard a mis en exergue un certain nombre de propositions, dont certaines ont été reprises par ce projet de loi. Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui reprend par exemple la création d'un comité régional pour assurer la coordination de manière très fine au niveau des territoires, des politiques agricoles et plus particulièrement pour assurer la gestion des crédits délégués et régionalisés du FEADER. Cependant, au vu des conclusions du rapport de Mme Berthelot et de M. Guémard, la délégation aux Outre-mer a jugé que ce texte pouvait être encore amélioré et notamment qu'il pouvait s'ouvrir encore davantage aux propositions avancées par les deux rapporteurs. En effet, le projet initial ne comportait que 4 articles pour l'outre-mer. Il était donc loin de constituer un ensemble complet. A fortiori, il était loin de constituer la loi de programmation pour l'agriculture ultramarine que certains espéraient et promise par le président de la République dans ses 30 engagements pour les Outre-mer. C'est donc la raison pour laquelle la délégation m'a demandé, en tant que rapporteur, de porter aujourd'hui en son nom un certain nombre de préoccupations auxquelles elle est tout particulièrement attachée. Tout d'abord, je rappellerai les difficultés actuelles auxquelles se trouvent confrontées les agricultures ultramarines et j'indiquerai quelles sont les solutions qui ont été retenues par le gouvernement pour y faire face. Dans un second temps, je vous ferai part des compléments qui ont été apportés au texte à l'initiative de la délégation lors de l'examen en commission et je vous indiquerai les modifications qui pourraient être encore intégrées à ce projet. Tout d'abord, donc, un bref état des lieux des agricultures ultramarines. En premier lieu, les exploitations d'outre-mer sont en moyenne assez petites. Elles oscillent entre 3,5 et 5 hectares. De cette petite taille procède toute une série d'effets défavorables qui fragilisent tant les exploitations que les exploitants. Tout d'abord, beaucoup d'exploitants ne peuvent pas s'affilier au régime de protection des non-salariés agricoles. Les retraites calculées sur la surface pondérée de l'exploitation sont très faibles. Il existe de multiples indivisions qui apparaissent au décès des chefs d'exploitation. Les exploitations étant souvent trop petites pour être viables durablement, elles sont fréquemment vendues pour alimenter les besoins des constructeurs en terrain à bâtir. C'est ainsi qu'on constate que dans tous les DOM, sauf en Guyane, une baisse impressionnante du foncier agricole. Ainsi, sur les 20 dernières années, la surface agricole utile de la Guadeloupe a diminué de 33%, celle de la Martinique de 32%, celle de la Réunion de 15%. Les surfaces foncières agricoles permettant de développer l'agriculture et d'installer de nouveaux agriculteurs sont donc rares, ce qui constitue un frein très important au développement agricole outre-mer. Ensuite, du point de vue des filières, il existe également un certain nombre de difficultés. En dépit de leurs efforts pour promouvoir une agriculture fondée sur des pratiques écologiques, toutes les filières font face à une insuffisance criante de produits sanitaires et phytosanitaires homologués, leur permettant de lutter efficacement contre les maladies propres aux cultures tropicales. Ce déficit, Monsieur le ministre, conduit à ce que seulement 20% des maladies sont effectivement traitées et nous avons certaines espèces qui sont maintenant en voie de disparition chez nous. Un taux de couverture qui serait tout bonnement impensable en hexagone. Deuxième point, les filières d'exportation. Elles subissent par ailleurs une forte concurrence sur les marchés mondiaux. Je citerai simplement la banane dollar.
et la concurrence très forte des rhums de sucreries issus du Brésil et du sud des États-Unis vis-à-vis de nos rhums, les rhums agricoles traditionnels des départements d'outre-mer. Ensuite, les filières exportatrices sont également dans l'incertitude des décisions qui vont intervenir au niveau du POSEI. Enfin, les filières agricoles de diversification animale et végétale, pour leur part, ne sont pas toujours bien structurées. Ces filières ne perçoivent que très peu de crédits du POSEI et lorsque ces crédits interviennent, ils donnent un peu l'impression de saupoudrage. Pour finir, les petites filières sont en attente d'un accompagnement accru, ne serait-ce que juridique et technique, en particulier des chambres d'agriculture. Or, cet accompagnement n'est toujours pas réalisé aujourd'hui. Pour finir cet état des lieux, s'agissant de l'installation des jeunes agriculteurs, je me permets de vous faire part de 3 grands problèmes. Tout d'abord, comme il y a peu de transmission d'entreprises dans le secteur agricole, parce que les exploitants conservent leur exploitation jusqu'à un âge très avancé, afin de ne pas se retrouver sans revenus, les candidats à l'installation trouvent assez peu de propriétés à reprendre. D'autre part, l'effectif annuel des dossiers qui aboutissent semble limité. Et lorsque les dossiers sont acceptés, les jeunes agriculteurs éprouvent des plus grandes difficultés pour obtenir des prêts de la part des banques. La dotation aux jeunes agriculteurs tient donc souvent seul lieu de leur rapport personnel, ce qui n'est pas son rôle. Enfin, compte tenu de la faiblesse de leur trésorerie, les jeunes agriculteurs tendent à ne plus exercer leur profession à temps plein. Ils sont candidats à l'installation assez tard, en moyenne à 34 ans et demi, et une fois installés, ils doivent souvent pratiquer des activités secondaires pour compléter le revenu tiré de leur activité agricole. Pour répondre à ces différents problèmes, le projet de loi d'avenir, dans sa version initiale, c'est-à-dire avant les ajouts apportés lors de l'examen en commission, s'est attaché à promouvoir un certain nombre de solutions. L'article 3 du projet crée le GIE, qui doit permettre de regrouper les petites exploitations et de favoriser les circuits courts entre producteurs et consommateurs. L'article 13 actualise les dispositions régissant l'activité des SAFER. Leur gouvernance est améliorée, leur droit de préemption consolidé, et ce droit pourra intervenir également lors de la cession d'exploitation sous la forme de parts sociales. L'article 14 étend les dispositions du contrat de génération à l'agriculture. L'article 34 est l'article pivot du titre qui constitue la partie spécifiquement ultramarine du texte. Parmi ces mesures, je citerai les dispositions suivantes: l'institution des COSDA, les comités d'orientation stratégique et de développement agricole, des plans de développement régionaux pour servir de cadre à leur action, la modification des règles de vote en usage dans les indivisions pour donner un bail à un bien agricole. Le paragraphe 3 crée des obligations nouvelles pour le bailleur en cas de reprise d'un terrain donné à ferme par un nouveau bénéficiaire. Le paragraphe 4 prévoit la passation de contrats d'objectifs et de performance entre l'État, les régions et les chambres d'agriculture. Enfin, le paragraphe 8 valorise les produits locaux dans les marchés publics de restauration collective, une mesure déjà portée dans la loi sur la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer que j'ai eu l'honneur de présenter il y a quelques mois de cela. Après cet article, les 3 articles suivants qui complètent le volet Outre-mer du projet sont surtout des articles de recodification. Voilà donc résumé les réponses apportées par le projet de loi dans sa version initiale face aux difficultés des agricultures ultramarines. Ces réponses ont paru cependant insuffisantes à la délégation aux Outre-mer et elle m'a donc donné mandat pour compléter le texte par 13 amendements. Malheureusement, messieurs les ministres, mes chers collègues, tous ces amendements n'ont pu aboutir en commission. Ces amendements présentés en détail dans mon rapport d'information pour une agriculture d'avenir dans les Outre-mer étaient les suivants. 4 amendements concernaient l'installation de jeunes agriculteurs, dont un amendement pour créer un fonds de garantie pour les prêts bonifiés, un amendement pour faire passer à 35 ans l'âge limite pour les admissions au dispositif du contrat de génération dans les exploitations agricoles ultramarines, un amendement chargeant l'ANSES de veiller tout particulièrement à la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires destinés à l'agriculture pratiquée en milieu tropical, 6 amendements concernant la préservation des structures foncières, enfin un amendement favorisant la conclusion de contrats d'objectifs entre les organisations professionnelles des filières agricoles et les RITA. Ont été retenus par le gouvernement, et nous en remercions, l'amendement instituant un préambule pour les dispositions contenues dans le titre 6 du projet de loi et celui qui prévoit la transmission des études d'impact et des évaluations environnementales au CDEA. Au total, la délégation reconnaît donc qu'elle a été entendue sur certains thèmes. Toutefois, elle estime qu'il reste encore des étapes à franchir pour que le texte réponde à l'urgence à laquelle font face nos agriculteurs. Elle souhaite donc, dans le cadre de l'examen en séance publique qui débute aujourd'hui, que plusieurs modifications puissent être encore prises en compte au titre du projet de loi. Tout d'abord, la délégation souhaitait que le gouvernement puisse déposer 2 amendements reprenant 2 de ses propositions qui n'ont pas pu aboutir en commission. Un amendement pour créer un fonds de garantie pour les prêts bonifiés susceptibles d'être attribués aux jeunes agriculteurs. Cet organisme pourrait être le Fonds de garantie agriculture pêche-bois. Et un amendement pour faire passer à 35 ans l'âge limite retenu pour les admissions des jeunes agriculteurs ultramarins au dispositif du contrat de génération.
Par ailleurs, la délégation souhaiterait que le gouvernement puisse émettre un avis favorable sur 3 amendements qui lui semblent particulièrement importants. Il s'agit tout d'abord de l'amendement déposé à l'article 22 relatif à la délivrance par l'ANSES des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires destinés à l'agriculture pratiquée en milieu tropical. L'adoption de cet amendement serait, Monsieur le ministre, un acte politique fort témoignant de l'engagement du gouvernement en faveur des agricultures ultramarines. Il s'agit ensuite de l'amendement déposé après l'article 34, confiant au COSDA le soin de définir le périmètre et le règlement d'une ZAP. Enfin, nous souhaitions que le gouvernement donne un avis favorable à l'amendement concernant l'adaptation du contrat de fiducie aux exploitations agricoles ultramarines, ce qui permettra de répondre aux problèmes de succession que je vous ai précédemment exposés. Nous comptons très vivement sur vous, messieurs les ministres, pour accéder à ces souhaits émanant de toute la communauté des Outre-mer. Je vous remercie.